Voilà, donc bonjour. Dans cette vidéo, vous trouverez un complément d'information au guide du formateur des 2 télésimulations, la plainte et l'anniversaire. L'objectif de cette vidéo est de parler de la posture du formateur en télésimulation. Et pour ce faire, je suis entourée donc de Jean-Christophe Servotte qui est expert en simulation et télésimulation. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Et alors je suis aussi accompagnée de Christophe Vannès qui lui est formateur pour le projet Spirit for PAL au sein de l'ASD de la province de Namur. Bonjour Cécile. Bonjour Christophe. Voilà, alors la première question, je vais l'adresser pour commencer à toi Jean-Christophe et je vais te demander quels sont les principes importants à respecter en tant que formateur en télésimulation. Alors, il faut dire qu'il y a de nombreux principes qui sont issus notamment de la simulation pleine échelle, mais pour la télésimulation et surtout vis-à-vis de Spirit for PAL où on va parler des soins palliatifs, mais aussi et surtout des valeurs des personnes soignées, mais aussi des participants, c'est probablement le non-jugement. Le fait que pendant les débriefings, laisser la parole des autres venir, l'accueillir, il y a des valeurs qu'on ne partagera probablement pas avec tout le monde, mais il faut les accepter. Chacun a ses propres valeurs, que ce soit en termes de famille, en termes de vie, de mort, la manière de vivre le décès, son propre décès, bon, même si on n'a qu'une fois ce décès-là, mais le décès des autres également, la fin de vie de chaque personne est différente, le climat familial est différent, et donc il faut accepter les propos de chaque participant dans le débriefing. Il faut l'accueillir, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas débriefer les attitudes, la manière de se positionner par rapport à la personne. Et en tant que formateur ou en tant que participant, de dire qu'on n'est peut-être pas spécialement d'accord avec ce qui est dit par les personnes, mais toujours avec un sentiment de respect qui doit être vraiment important. Découlant de ce premier principe, il y a également la confidentialité, c'est-à-dire que tout ce qui va se discuter pendant le débriefing doit rester entre les personnes en dehors du débriefing. Il n'est pas question d'aller parler sur un collègue ou sur un participant à d'autres collègues ou sur les réseaux sociaux, comme malheureusement on peut parfois le constater dans certaines institutions ou dans certaines hautes écoles entre étudiants. Ce n'est pas la place du débriefing de faire ça. Parce qu'il faut bien se dire que dans le débriefing, on va faire émerger toute une série de représentations, d'attitudes, d'éléments qui sont propres à la personne, qui n'ont pas spécialement besoin d'être dévoilés à l'extérieur du groupe. Merci Jean-Christophe. Donc pour récapituler, je retiendrai cette notion importante de respect et également celle de confidentialité. Et je vais me tourner maintenant vers Christophe et voir un peu, toi dans les télésimulations que tu as animées, comment est-ce que tu faisais pour appliquer ces principes? À quoi étais-tu attentif? La première chose, c'est que souvent quand j'introduis en tout cas la thématique, je vais poser mon cadre d'intervention et donc dans le cadre effectivement c'est quelque chose qui est projeté sur écran donc via un PowerPoint et donc effectivement là je reprends vraiment la notion de respect en tout cas de non-jugement, confidentialité et je demande aussi aux participants de pouvoir faire preuve de bienveillance et de respecter la parole de l'autre. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont verbalisées, qui sont écrites, qui sont visibles. Et c'est une façon de passer un contrat aussi avec les participants, finalement en le validant. Donc je le présente, j'explique pourquoi. Et puis je leur dis, est-ce qu'à un moment, quelqu'un a envie de rajouter ou d'enlever quelque chose ou est-ce que vous êtes OK avec le cadre proposé? Et donc ça permet de garantir en tout cas ces éléments aussi qui pour moi sont vraiment essentiels, en tout cas dans la télésimulation. Merci Christophe, tu amènes cette notion importante donc lorsque l'on est au début de la séance de télésimulation, l'importance de verbaliser et planter un cadre, mais aussi de le construire en collaboration avec le groupe. Oui, tout à fait. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose par rapport à ça? Un autre élément qu'on avait discuté aussi avec Christophe au tout début, c'est de favoriser la participation du groupe et donc de favoriser comme ça la réflexivité des participants, puisque l'objectif, il est vraiment là. On va
voir une scène se dérouler, un soin, une prise en soin, avec parfois une aide familiale, parfois une infirmière, et de se demander, mais tiens, qu'est-ce qu'elle avait dans la tête à ce moment-là, et moi, à quoi est-ce que je penserais, à quoi est-ce que je ferais attention, et puis, mais qu'est-ce que je ferais après? Donc, à chaque séquence, quand chaque séquence se termine, on demande aux personnes, tiens, mais maintenant, qu'est-ce que vous feriez? Et c'est là qu'on essaye d'amener la réflexivité et donc que le groupe réfléchisse ensemble. Merci Jean-Christophe. Je vais peut-être encore demander à Christophe, donc, qui lui a travaillé avec certains de ses collègues, mais là, ici, dans une posture de formateur, quels étaient un peu les points d'attention que tu avais par rapport à cette relation avec des collègues? La première chose, c'est que généralement... je pense qu'il faut faire preuve d'humilité, donc je le reprécise bien, moi je ne suis pas un expert et je ne vais pas vous apporter aujourd'hui une façon de travailler, mais plutôt vous aider à co-construire et donc plutôt être là avec une casquette, un rôle de facilitateur plutôt que vraiment j'ai le savoir et je vous le dispense. C'est pas du tout mon rôle dans ce cadre-là. Et donc c'est important aussi de pouvoir se dire, ok, moi je m'engage aussi à respecter en tout cas ce que vous m'amenez, à l'accueillir, et à pouvoir le garder aussi, à garantir cette confidentialité. Et donc vraiment faire cette distinction entre j'ai une casquette de collègue ou j'ai une casquette de formateur. Et dans ce cadre-là, je m'engage à certaines choses par rapport à cette casquette, quoi. Mm-hmm. Il me semble que tu mentionnes ici aussi la dynamique d'échange entre le formateur et le groupe, ainsi qu'au sein du groupe. Et il me semble que ça nous mène à la question du débriefing en télésimulation. Et là, Jean-Christophe, je vais me tourner vers toi pour voir quel est l'objectif du débriefing. On dit souvent que c'est une phase importante, fondamentale lors des télésimulations. Ça, c'est clair qu'après toute simulation, que ce soit des télésimulations ou d'autres types de simulations, le débriefing est le cœur du modèle pédagogique que l'on utilise ici. Et ce débriefing va être structuré finalement en 3 étapes. Une première étape qui est la phase de réaction, où les participants vont pouvoir faire émerger ou déposer sur la table leurs émotions. Qu'est-ce que ça leur fait ressentir comme émotion d'avoir visualisé cette séquence? Cette émotion peut être débriefée ou pas débriefée en fonction de l'expérience du formateur. Et puis il y aura aussi une phase de réaction sur ce qu'ils ont vu en termes d'actes, de propos professionnels. Il faut les laisser émerger parce que c'est intéressant en tant que débriefeur de pouvoir les utiliser après dans la phase d'analyse, mais il ne faut pas aller tout de suite dans la phase d'analyse. Donc il faut bien écouter les personnes dans la première phase donc de réaction, mais réellement l'analyse arrivera un petit peu plus tard. Puis le deuxième step du débriefing, c'est la description. Qu'est-ce que vous avez vu? Et là, de plus en plus, habituellement, ce qu'on faisait, c'est de demander à une personne, tiens, qu'est-ce que tu as vu? Et puis elle décrit, et puis on passe à la phase d'analyse. Et de plus en plus, en fait, on se dit que c'est intéressant d'aller chercher chaque personne, de voir ce qu'elle a vu. Parce qu'en fait, une aide familiale, par exemple dans le cas de Spirit for Pal en tout cas, n'a pas la même vision qu'une infirmière, qui n'a pas la même vision qu'une garde à domicile, qui n'a pas la même vision d'une infirmière qui est spécialisée en soins palliatifs. Et ces différents points de vue vont nous permettre de donner une image qui est probablement différente de ce que nous-mêmes, on aura perçu sur la vidéo. Et enfin, la 3e étape est la plus importante, c'est la phase d'analyse, où là, on va vraiment faire émerger ce qu'on appelle les schémas de pensée, et surtout de pouvoir avoir l'apprentissage à la fin de cette partie. Et alors, un point auquel le formateur doit faire attention, que je n'ai pas évoqué dans les principes, c'est le contrat fictionnel. Donc, probablement, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que quelqu'un va dire « Ah oui, moi j'avais choisi telle action, mais c'est pas ça qui s'est passé, c'est pas comme ça que je l'aurais fait. » Bon, il faut reconnaître que de fait, il n'aurait probablement pas fait comme ça, puisque ça a été scénarisé par nous, avec un texte que l'on avait écrit dans la plainte, dans l'anniversaire, et oui, probablement que tout le monde n'aurait pas réagi de la même manière. C'est logique, puisqu'on est chacun des individus différents, on n'aurait pas mis
les mêmes mots et les mêmes actions derrière la petite phrase ou les quelques phrases de suggestion d'action. Merci Jean-Christophe. Il me semble, si on veut résumer ce que tu as dit, il y a d'une part une dimension au débriefing laissée d'abord aux aspects émotionnels, d'autant plus, je suppose, quand il s'agit d'accompagnement des personnes en fin de vie ou de spiritualité. Donc, les émotions et également une analyse en profondeur depuis un peu le point de vue de chacun, même s'il est différent du mien en tant que formateur. Merci. Christophe, est-ce que tout ça te parle par rapport à ton expérience et à quoi comment faisais-tu pour appliquer cela lors des débriefings que tu as menés? Ça parle effectivement et je trouve ça assez riche. Souvent, c'est quelque chose que je véhicule aussi au moment du débriefing, de pouvoir rappeler aux participants, finalement, il y a autant de faire qu'il y a de personnes autour de la table et probablement au-delà, puisque chacun est différent, il faut pouvoir l'accepter. Et je trouve ça effectivement assez enrichissant, pouvoir parfois, en tout cas pas y confronter, mais pouvoir vraiment échanger avec des points de vue différents parce que la réalité de travail d'une personne n'est pas celle d'une autre. Et donc effectivement, dans le cadre de télésimulation, parfois on se dit oui, mais enfin, là, attention, oui, mais voilà, l'infirmière, peut-être que dans ce cadre-là, elle vit aussi une réalité de travail qui n'est pas la même que l'aide familiale. Et c'est important de pouvoir échanger par rapport à ces réalités, qu'elles puissent se rencontrer à un moment. Ça amène de la complémentarité et ça amène aussi, pour les uns et les autres, une meilleure compréhension de ce qu'est une réalité de travail. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a pu être observé. Et souvent, on a effectivement une infirmière qui va être plus sur un aspect médical, puisque c'est sa formation qui l'amène par là, et une aide familiale qui va être plus dans l'aspect social et relationnel. Et parce que, pareil, c'est sa formation et sa réalité de travail. La temporalité n'est pas la même de part et d'autre. Et donc, ça, je trouve ça assez riche, en fait, parce que du coup, on a des regards, en tout cas, qui sont assez différents. Je trouve, voilà. Alors après, par rapport à la gestion, il y a effectivement cet aspect de permission qu'on va donner, pouvoir quelque part à un moment échanger, et il n'y a pas une formule magique. On peut accepter en tout cas le fait qu'un jour J, on va fonctionner d'une certaine façon et que le lendemain, on le fasse autrement. Mais pour moi, ce qu'il faut en ressortir, et c'est ce que je dis souvent aux participants, c'est pas tellement, c'est vraiment si vous dites un jour, je suis passé à côté de quelque chose et j'ai l'impression qu'il y avait moyen de faire autrement, et que vous êtes capable de rejouer le film par après, à ce moment-là, c'est que c'est gagné. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir s'améliorer, qu'on va pouvoir développer nos compétences. C'est de se dire, ok, je suis allé chez madame et j'ai l'impression qu'il me manquait quelque chose. Finalement, comment j'aurais pu faire? Et si j'y retourne, comment je pourrais faire pour revenir là-dessus? Et là, je pense que si on arrive à ça, c'est qu'on a vraiment atteint l'objectif, en tout cas de la télésimulation. Merci Christophe. Dans ce que tu dis, j'entends d'une part la volonté chaque fois d'essayer de se questionner sur ces pratiques, d'accueillir aussi la pluralité des pratiques, d'autant plus lorsqu'on travaille en interdisciplinarité. Et également cette idée qu'on s'améliore petit pas par petit pas en les questionnant justement, ces pratiques. Eh bien, avant de conclure la vidéo, j'aimerais encore vous poser à tous les deux cette question. Pour quelqu'un qui débute en tant que formateur, notamment des télésimulations, la plainte et l'anniversaire, quels conseils donneriez-vous comme ça à quelqu'un qui débute pour l'aider à se lancer ? La première chose, ça je ne l'ai pas évoqué dans la manière de structurer un débriefing, c'est probablement de bien fixer les objectifs pédagogiques ou d'apprentissage qui se trouvent derrière. Objectifs qui peuvent être fixés sur comment est-ce qu'on agit en termes de spiritual care dans la fin de vie d'une personne. Mais d'autres objectifs sont apparus quand on a fait ce projet avec Christophe et avec l'ASD, c'est qu'au fur et à mesure des débriefings, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres objectifs qui apparaissaient à chaque fois, qui étaient plutôt comment est-ce qu'une aide familiale ou une garde à domicile peut communiquer avec une infirmière, comment est-ce que finalement une infirmière doit travailler avec l'apport d'une garde à domicile, des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Et donc, il faut bien fixer ces objectifs, mais rester en même temps ouvert
à d'autres choses qui vont émerger dans votre organisation, dans votre institution, qui ne sont peut-être pas prévues du tout au départ. Et qui pourtant, enfin en tout cas pour les débriefings qu'on a fait avec la SD de Namur, finalement, étaient aussi des objectifs très importants qui ont permis après de discuter d'autres projets, notamment en termes de comment développer l'interdisciplinarité dans les soins à domicile et ce genre d'éléments. Il y a probablement la posture du formateur auquel on doit être attentif. Alors on a beaucoup parlé de la confidentialité, etc. Mais aussi la manière de se positionner dans le groupe. C'est clair que si vous êtes debout devant les personnes qui vous écoutent en rang d'oignon, comme dans une classe de primaire, vous avez d'interaction. Alors que si vous vous asseyez et que tout le monde est assis en rond, automatiquement vous allez avoir beaucoup plus d'interaction et c'est même plus facile en tant que débriefeur puisque finalement vous posez une question et puis c'est les autres qui vont parler et vous n'avez plus après qu'à venir rajouter des choses ou conclure ou reguider un petit peu. Donc ça, ce sont des éléments auxquels un débriefeur novice, entre guillemets, doit faire attention. Et puis en termes de questions, si vous avez peu l'habitude de faire un débriefing, ça ne sert à rien de se lancer dans des questions hyper longues. Demandez-leur juste qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo, qu'est-ce qui s'est selon vous bien passé et qu'est-ce que vous auriez fait différemment. Et après, on laisse partir les personnes là-dessus. Après, quand on a un peu plus d'expérience, là, on peut aller beaucoup plus loin en termes, tiens, j'aimerais bien qu'on parle de telle chose ou telle position, tel propos de la personne. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on peut même aller plus loin dans l'analyse en profondeur. Merci à toi, Jean-Christophe. Et Christophe, toi, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se lance en tant que formateur du Spirit Forpal? Je vais être pratique pour pas faire de la redite par rapport à Jean-Christophe. Donc moi, en tout cas, vraiment vérifier aussi au niveau de la technique que tout est OK avant et pas pendant. Ça évitera l'inconfort, les mauvaises surprises. Le choix de la salle n'est pas anodin. Ça, je rejoins aussi. Si je suis dans une grande salle, j'ai tout intérêt à ramener les gens et à pouvoir éventuellement redistribuer l'espace un peu différemment. Donc je parlais de la technique, je parlais de la salle, je pense aussi il ne faut pas avoir peur d'utiliser des icebreakers en début de séance et donc de se dire à un moment on va mettre les gens un peu en confiance, aller trouver leur état d'esprit et voir un peu comment ils se sentent. Ça permet aussi de prendre la température pour le formateur, de se dire ah celui-là je vais peut-être pas aller trop vers lui aujourd'hui, laisser un peu plus tranquille. Par contre celui-là je sens qu'il y a beaucoup de réceptivité aujourd'hui et donc probablement que ça va être un bon moteur pour le groupe. Ça aide en tout cas vraiment, c'est des petites choses assez concrètes mais qui vont faciliter en tout cas ce moment quoi. Et donc de ne pas les négliger parce que voilà, une mauvaise connexion internet peut mettre à mal en tout cas tout le déroulé de la simulation si ça n'a pas été anticipé quoi. Bien sûr, merci. Voilà. Merci Christophe. Donc, vu notre objectif qui était de explorer la posture du formateur en télésimulation, pour synthétiser, résumer, je dirais qu'on sent qu'il a un peu un rôle d'équilibriste entre les émotions qui vont s'exprimer et également l'analyse rigoureuse des pratiques. Également un rôle d'équilibriste entre d'une part tenir ses objectifs d'apprentissage tout en ayant de la souplesse par rapport à ce qui se joue au sein du groupe. Voilà. Et il me semble que tout ça peut être rassemblé autour du terme de facilitateur. Le formateur aura un rôle de faciliter les échanges et les apprentissages dans une dynamique de construction tout au long de la télésimulation. Vous êtes d'accord avec cela? Et si je peux me permettre de rajouter une chose, une expérience qu'on a vécue mais justement avec Christophe et puis avec son collègue Jean-Christophe, c'est le fait que Christophe et Jean-Christophe n'étaient pas des experts du débriefing au début. Mais par contre, le fait d'avoir des gens qui étaient experts ou qui étaient professionnels nous a amené énormément de retours d'expérience, d'exemples concrets lorsqu'on a fait les formations. Et donc, il ne faut pas hésiter à venir finalement à 2, voire même 3 personnes pour faciliter les débriefings, pour avoir ce mixte d'expérience et d'expertise qui ne sont pas les mêmes. Et je pense que ça, c'est vraiment un point qui était vraiment très agréable dans notre manière de faire, en tout cas dans ce projet. Donc toi, tu conseilles qu'en termes de formateurs, il y en ait au moins 2 et qu'ils aient peut-être des expertises complémentaires.
Voilà. Et toi, tu souhaites encore rajouter quelque chose? Je rebondis là-dessus et je pense qu'effectivement, c'est super enrichissant. Et ce qui va être enrichissant aussi pour un formateur dans ce contexte-là, c'est vraiment tous ces partages d'expériences qu'il peut collecter et qu'il va parfois pouvoir réévoquer dans des groupes après, finalement pour alimenter des discussions, lancer un petit peu et pouvoir se dire, tiens, en fait, dans un groupe, sans devoir aller citer les gens ou autres, il y a eu ce partage-là et voilà ce qui en était sorti. Donc c'est ça aussi, je pense, vraiment l'intérêt de pouvoir acquérir de l'expérience en tant que formateur sur cette thématique. Eh bien, merci beaucoup à vous deux, à toi Jean-Christophe et à Christophe. Et je rappelle que d'autres outils pédagogiques liés au projet Spirit for PAL se trouvent sur le site du Respire, donc le réseau Santé, Soins et Spiritualité. Merci à chacun. Bonne journée. Merci.